Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Manuel Valls veut en finir avec la gauche passéiste. Le Premier ministre propose de créer une maison commune des progressistes, alors que le débat sur la ligne politique suivie par l'exécutif s'est fortement ravivé entre le gouvernement et les anciens ministres socialistes Benoît Hamon et Aurélie Filippetti, qui se sont abstenus sur le budget. L'État a-t-il financé les télépéages des sociétés d'autoroutes? C'est ce qu'affirme Bruno Lasserre, président de l'autorité de la concurrence. Il était auditionné au Sénat aujourd'hui par la Commission du développement durable. Les explications dans ce journal. La commission Juncker, adoubée par le Parlement de Strasbourg, les députés européens ont accordé leur confiance par 423 voix pour et 209 contre. Une commission dans laquelle la France n'a jamais été aussi affaiblie et à qui Bruxelles devrait demander des précisions sur son projet de budget. Débat à suivre dans un instant. Mais avant de développer tous ces titres, une fusillade a éclaté dans l'enceinte du Parlement canadien. La police a abattu un tireur dans le Parlement à Ottawa et recherche 2 autres individus armés. Un agent de sécurité est posté à l'extérieur qui a été grièvement touché et décédé. Cette fusillade intervient 2 jours après l'assassinat terroriste d'un militaire au Québec. Quel avenir pour le Parti socialiste en France? La majorité est divisée et s'enfonce dans la crise après l'abstention des frondeurs, toujours plus nombreux sur le vote du budget. Le jour où Manuel Valls, dans un entretien à paraître dans l'hebdomadaire l'Obs, lance un défi à la gauche, se réinventer ou mourir. Mounir Soussi. Pendant que le PS est en pleine ébullition, Manuel Valls trace sa ligne. Critiqué par l'aile gauche de son parti, le Premier ministre réplique et présente dans une interview sa vision d'une gauche moderne. Il faut en finir avec la gauche passéiste, celle qui s'attache à un passé révolu et nostalgique, hanté par le surmoi marxiste et par le souvenir des 30 glorieuses. Bien décidé à ne pas se laisser déborder par les frondeurs, Manuel Valls dénonce le danger de leur prétendu immobilisme idéologique. Face au repli que propose l'extrême droite, il est essentiel que la gauche se réarme intellectuellement. Mais si la gauche ne se réinvente pas, oui, elle peut mourir. Manuel Valls effectue cette sortie le jour de sa décoration de la Grande Croix de l'Ordre national du mérite par le président, qui souligne l'esprit parfois provocateur de son Premier ministre. Une des figures qui vous sert de référence, c'est celle de Clémenceau. C'est un personnage controversé, y compris au sein de la gauche française. C'est sans doute pour ça que vous l'avez utilisé, car vous aimez la controverse, à condition qu'elle soit un facteur de débat, de contradiction et en même temps de synthèse. Une synthèse qu'il souhaite la plus large possible, mais en direction du centre. Manuel Valls propose la création d'une nouvelle formation dite progressiste et il regrette que la gauche n'ait pas tendu la main à François Bayrou qui avait appelé à voter François Hollande en 2012. Dans le logiciel qu'il propose, le parti doit adopter une vision de la société radicalement différente. La gauche que je porte garde un idéal, l'émancipation de chacun. Elle est pragmatique, réformiste et républicaine. Il y a 5 ans, Manuel Valls voulait déjà changer le nom de son parti. Aujourd'hui, dans sa définition de la gauche moderne, le mot socialiste est encore absent. Il faut dire que toute la journée, la tension est montée d'un cran entre l'exécutif et 2 anciens ministres, Benoît Hamon et Aurélie Filippetti, après leurs propos très virulents contre la politique menée par Manuel Valls, qui, selon eux, menacerait la République. Un tandem démarré Pouyanné pour succéder à Christophe de Margerie à la tête de Total. Le géant pétrolier a rappelé son ancien patron Thierry Desmarest. Il sera donc associé à Patrick Pouyanné comme directeur général pour remplacer Christophe de Margerie, tué lundi soir en Russie dans un accident d'avion. Dans le reste de l'actualité, le canard enchaîné qui dévoile l'existence d'une liste de 60 parlementaires en délicatesse avec le fisc. Jean-Louis Nadal, le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dénonce une suspicion malsaine à l'égard des élus, alors que Gérard Larcher, le président du Sénat, a rappelé son attachement à la transparence. C'était ce matin sur France 2. Écoutez. Il y a actuellement un dialogue, notamment entre l'administration fiscale, la haute autorité et chacun de ses parlementaires. Je rencontrerai bientôt les représentants de la haute autorité pour faire le point. Je suis attaché à la transparence. Et donc cette transparence, il faut qu'elle s'applique. Et qu'elle s'applique
Naturellement, en première année, il n'est pas anormal qu'il y ait un débat qui porte d'ailleurs sur moins de 10% des parlementaires. Le Sénat propose 15 régions, nous vous en parlions hier. Les sénateurs ont remodelé en commission la carte issue de l'Assemblée nationale. Cet après-midi, c'est la question des intercommunalités qui a été au cœur des débats en séance, car la réforme territoriale, ce n'est pas uniquement la délimitation des régions, c'est aussi une remise à plat des compétences entre les différents échelons, dont les intercommunalités. Elles vont avoir un rôle déterminant à jouer dans la future organisation territoriale souhaitée par François Hollande. Les explications de Faustine Saint-Geniès. Au commencement étaient les communes, échelons politiques et administratifs de base en France. Mais très vite, elles vont être amenées à se rapprocher. Objectif, rassembler des moyens dispersés et structurer des initiatives locales. Dès la fin du 19e siècle, on assiste au premier syndicat de gestion. Mais il faudra attendre les années 90 pour voir apparaître les intercommunalités telles que nous les connaissons actuellement. La loi Chevènement du 12 juillet 1999 sera déterminante. Elle va fortement inciter les communes à se rapprocher. Il existe plusieurs types de rapprochements selon le nombre d'habitants concernés. Les communautés de communes dans les zones les moins peuplées, les communautés d'agglomération qui comptent plus de 50 000 habitants et enfin les communautés urbaines au-delà de 500 000 habitants. Les compétences de ces intercommunalités concernent principalement les transports en commun, le traitement des déchets ou encore l'urbanisme et le logement. Il y a des compétences de proximité, donc chacun voit bien qu'elles relèvent de la commune, et des compétences, disons, d'équipement, aménagement, environnement, qu'on ne peut pas gérer dans une commune de 100 habitants ou de 200 habitants, mais qu'on peut gérer au niveau d'une communauté de 10 000, 15 000, 20 000 habitants. Pour cela, les intercommunalités disposent d'une fiscalité propre. Elles perçoivent une partie des taxes locales. Des intercommunalités souvent méconnues. Pourtant, lors des dernières élections municipales, les citoyens ont élu pour la première fois leurs conseillers communautaires. Demain, ces intercommunalités seront au cœur de la réforme territoriale. Et on reparle de la baisse des dotations aux collectivités locales, amputées de 11 milliards d'euros d'ici à 2017. Elles doivent faire des économies. Mais comment faire mieux avec moins? La Caisse des dépôts organisait aujourd'hui un colloque sur ce thème. Pauline Dame. Succinctement possible, peut-être on commence. Faire mieux avec moins. Un objectif d'efficacité de la dépense publique, un casse-tête pour les collectivités. Plusieurs options s'offrent aux élus. D'abord, une meilleure gestion de leur personnel. J'ai un seul directeur général des services, j'ai un seul directeur technique des services, j'ai du personnel qui est mutualisé. Mutualiser, mais aussi rationaliser les services publics. La médiathèque, l'école de musique, l'école des beaux-arts sont d'un accès identique, c'est-à-dire au même tarif pour tous les habitants de la communauté d'agglomération. Donc pour nous, c'est important, avec les communes, de faire ensemble ce qu'elles ne peuvent pas faire toutes seules, mais aussi de mutualiser les charges pour réussir ce pari. Si la réduction des dépenses est jugée nécessaire, certains élus s'interrogent sur la justesse de l'effort demandé et en particulier sur ses répercussions économiques. Réorganiser les services, ne plus assumer des dépenses de l'État que nous payons aujourd'hui. Cet effort est nécessaire, mais il sera forcément plus lent à produire ses effets que la baisse des dotations. Et que notre inquiétude porte sur le fait que si nos dotations baissent trop vite et que nous n'arrivons pas à baisser suffisamment tout de suite, immédiatement, les dépenses, ce que l'État ne fait pas par ailleurs, eh bien nous risquons d'avoir à baisser l'investissement et donc de baisser le soutien à la croissance, à l'activité dans les 2 ans qui viennent. Pour calmer ces inquiétudes, les députés ont voté la création d'un fonds dédié à l'investissement local. Ces 423 millions d'euros seraient principalement versés pour des projets liés à la transition énergétique. Audition au Sénat ce matin de Bruno Lasserre, président de l'autorité de la concurrence. Il a été entendu par les sénateurs de la commission du développement durable sur le secteur des autoroutes et notamment sur la question du télépéage. Un système qui a la surprise générale à profiter aux sociétés d'autoroutes. Cécile Sixou. J'avoue que quand j'ai lu ce passage de votre avis, j'ai relu plusieurs fois parce que je pensais avoir mal compris. Hervé Maurey, le président de la commission du développement durable, n'en revient pas. En lisant les conclusions du rapport de Bruno Lasserre, il a découvert que les télépéages, ces péages où l'on peut passer à 30 à l'heure, ont été financés par l'État. Nous avons découvert que
cet investissement qui est profitable et qui a été réalisé dans l'intérêt des autoroutes qui vont économiser des coûts de main-d'œuvre, décongestionner les péages et donc rendre plus attractives les autoroutes qu'elles gèrent, ont réussi à faire compenser ces investissements par l'État. Elles ont expliqué que cet investissement était bon pour le bilan carbone et donc l'État a compensé sous la forme d'une hausse des péages la réalisation de ces lignes télépéages à 30 à l'heure. Du coup, ce ne sont pas les sociétés d'autoroutes, mais bien les usagers qui remboursent l'investissement de l'État. On a l'impression que les intérêts de l'État et des citoyens, parce que derrière cela, il y a des clients qui sont des citoyens et des consommateurs, eh bien, ces intérêts-là n'ont pas été préservés. Et c'est ça qu'il faut absolument mettre à jour. Pour les sénateurs, si l'on en est arrivé là, c'est que face aux sociétés d'autoroutes, l'État n'a pas les moyens de négocier. Si les Français apprennent ce genre d'exemple, et ils vont l'apprendre, et j'en doute pas, ils vont comprendre que le problème est plus grave qu'un problème purement politique. On en est arrivé là parce que les différents garde-fous institutionnels et les modes de fonctionnement de l'État ne fonctionnent pas. Pas de garde-fou, Bruno Lasserre propose la création d'une autorité indépendante. Hervé Maurey, quant à lui, compte mettre en place un groupe de travail pour repenser le rapport entre les sociétés autoroutières et l'État. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. Jean-Claude Juncker a donc reçu la confiance des eurodéputés aujourd'hui. La nouvelle Commission européenne prendra ses fonctions le 1er novembre prochain. Une commission dans laquelle la France semble affaiblie. Quentin Calmy. Cette nouvelle commission essuie déjà les critiques. Pierre Moscovici, nommé aux affaires économiques, est moqué par un eurodéputé britannique. En cause, le déficit et la dette du pays. Certains chefs de délégation n'ont pas aimé certaines nominations. Le nouveau commissaire pour la France devra ainsi travailler sous le contrôle de 2 vice-présidents conservateurs. Il n'en fallait pas moins pour poser la question d'une perte d'influence de la France. Sur les sujets politico-militaires, la France n'a rien perdu de son influence, bien au contraire. Elle est toujours leader en Afrique, en Syrie, ailleurs. Donc bon. En revanche, quand on regarde les sujets effectivement économiques et budgétaires, elle a perdu une partie de son influence, même de sa crédibilité, simplement parce que ses résultats économiques, ses résultats budgétaires ne sont pas très bons au regard de la moyenne européenne et au regard de l'Allemagne notamment. Car de son côté, l'Allemagne semble en position de force, avec un contrôle implicite sur la Banque centrale européenne, des liens avec les commissaires clés et la mainmise sur les 2 principaux partis du Parlement. De quoi s'interroger sur la pertinence du couple franco-allemand. Le couple franco-allemand ne fonctionne pas, malgré, je dirais, les assurances du gouvernement. Non, la France annonce depuis déjà 2 ans qu'elle va faire des réformes, qu'elle fait des réformes. Mais les instances communautaires ne voient rien venir et notre principal partenaire, l'Allemagne, non plus. Il y a donc une perte de crédibilité très claire de la France en ce domaine. La France paye le manque d'implication de ses politiques et des médias sur le sujet. Remettre le débat européen au centre de la vie des citoyens de l'Union, c'est aussi une des ambitions de Jean-Claude Juncker. Et on ouvre le débat de ce 24 heures Sénat avec nos invités ce soir. Gérard Longuet, bonsoir. Sénateur UMP de la Meuse, merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau, Éric Bocquet, bonsoir. Bonsoir. Sénateur communiste du Nord. Et puis enfin, Vincent Delahaye, sénateur UDI-UC de l'Essonne, maire de Massy, bonsoir. Merci d'être avec nous. Gérard Longuet, on vient de l'entendre dans le reportage de Quentin Calmet. À peine la commission Juncker élue et déjà les premières critiques de la France. Est-ce que la France est encore crédible, du moins la parole française en matière économique? On sait que nous sommes à la veille du Conseil des chefs d'État et du gouvernement. Il faut relativiser. Là, en Europe, nous n'avons pas que des amis et l'idée de critiquer un autre pays est assez habituelle, y compris chez vos excellents confrères qui s'occupent de l'actualité européenne. Il est vrai que mettre M. Moscovici dont les performances économiques ne sont pas reconnues au titre collectif, en charge de ce sujet, cela prête à sourire. Bon, voilà, c'est maintenant à lui de faire ses preuves tout au long de son mandat de commissaire. En revanche, c'est vrai que la France qui reporte sans cesse l'échéance du redressement de ses finances publiques et qui manifestement ne parvient pas à rétablir un juste comportement, un juste équilibre, manque de crédibilité en Europe. Éric Bocquet, justement, Manuel Valls et François Hollande iront plaider demain pour une réorientation de la politique européenne en faveur de la croissance et de l'emploi. Peuvent-ils encore être entendus ? Écoutez, je suis très sceptique. François Hollande, au moment de sa campagne électorale, avait
dit qu'il renégocierait le traité Sarkozy-Merkel qu'il a accepté sans broncher à la virgule près quelques mois plus tard. Donc il y a un accord sur le fond. Je ne vois pas comment aujourd'hui il exigerait une réorientation de l'Europe avec les fondamentaux de laquelle il est d'accord. Vincent Delallay, votre réaction à ce qu'on vient d'entendre? Moi, je suis assez d'accord avec Gérard Longuet. C'est sûr que c'est sans doute habituel au niveau européen qu'on raille tel ou tel pays, mais aujourd'hui, la France n'a pas du tout la cote au niveau européen, c'est clair. Et on comprend pourquoi, parce qu'on annonce des réformes qui ne viennent pas, on annonce des redressements qui ne viennent pas. Donc c'est vrai qu'à force de reculer les dates de respect de nos engagements, c'est vrai que nos partenaires, on est très mal placés pour leur donner des leçons. Et comme on est souvent un petit peu donneur de leçons, je crois qu'aujourd'hui, il faut d'abord qu'on mette de l'ordre dans notre maison pour pouvoir dire aux autres, on est prêt à participer avec vous à une œuvre de salut public. Mais c'est un peu difficile de dire aujourd'hui, on veut plein de choses de l'Europe ou de l'Allemagne, et que pour nous, on ne fait pas grand-chose. Alors on va venir dans un instant dans le détail de ce que nous demande la Commission européenne, mais tout de suite, on va prendre la direction de Strasbourg, au Parlement, où se trouve notre envoyée spéciale, Nora Madi. Bonsoir Nora. Bonsoir Delphine. Alors vous avez assisté ce matin au vote de la confiance à Jean-Claude Juncker. Comment a-t-il été élu? Est-ce qu'il a bien été élu? Est-ce que c'était ce à quoi on s'attendait? Finalement, le pari est plutôt réussi pour Jean-Claude Juncker. Les négociations avaient été difficiles, ont duré encore une partie de la nuit, voire pour certains encore ce matin. Ce sera finalement 423 votes pour, 209 contre et 67 abstentions. C'est donc pari réussi. La Commission sera investie à partir du 1er novembre prochain. Il a réussi à donner des gages à ses partenaires de cette grande coalition sur la question de l'austérité, sur la question des dettes publiques. Et par conséquent, les libéraux-démocrates se sont finalement rangés derrière cette commission, et les socialistes y compris. On note juste en fait quelques défections côté socialiste français, notamment l'aile gauche du parti, Emmanuel Morel, Isabelle Thomas, Guillaume Balas et Édouard Martin, l'ancien syndicaliste de Florange, qui a été élu ici dans le Grand Est et qui a voté contre cette commission, notamment parce qu'il était peu convaincu par les annonces de Jean-Claude Juncker. Alors Nora, maintenant que la commission est investie, quels sont les dossiers qui attendent Jean-Claude Juncker? Alors justement, vous le disiez bien en plateau il y a quelques minutes, le gros dossier c'est celui de la relance économique. Jean-Claude Juncker avait annoncé en juillet dernier lors de son accession à la présidence de la Commission un plan d'investissement de 300 milliards d'euros. Seul hic, c'est qu'il n'a jamais dit d'où viendraient ces 300 milliards parce que le budget européen est d'ores et déjà fléché. Donc on parle de Project Bond, de la Banque européenne d'investissement, mais tout ceci n'est pas clair. Tout ce qu'il a dit ce matin, c'est qu'il ferait des annonces à Noël, ce qui lui a valu le sobriquet de Père Noël de la croissance de la part de certains députés qui étaient peu convaincus par sa prestation. Et l'autre gros enjeu, vous en parliez à l'instant, c'est la question de la flexibilité sur la règle des 3%, la flexibilité sur la question de l'austérité. Il va falloir convaincre Angela Merkel, convaincre l'Allemagne, convaincre les partenaires européens, et ce sera donc le rôle en particulier de Pierre Moscovici, très affaibli sur cette question. Donc malheureusement, on ne peut pas présager de ce qui va se passer. Attendons d'ores et déjà ces annonces avant Noël, avant de pouvoir déterminer si oui ou non l'influence de la France va permettre d'influencer la future politique économique européenne et le retour d'une potentielle croissance. Merci beaucoup Nora Madi pour toutes ces explications. Alors on revient en plateau avec nos invités. Gérard Longuet, par rapport à ce qu'on vient d'entendre sur les dossiers qui attendent Jean-Claude Juncker, ça va pas être facile. Moi j'ai une confiance personnelle dans Jean-Claude Juncker. C'est un luxembourgeois. Il a une double culture française et germanique. Les Anglais d'ailleurs étaient très réticents parce qu'ils sentaient avec ce président de la Commission quelqu'un de l'Europe continentale, et qui certes est en économie libérale, mais pas du tout à la façon anglaise. C'est donc quelqu'un avec lequel on peut parler et qui peut comprendre des politiques d'intervention plus traditionnelles. Maintenant, il faut qu'il affirme assez rapidement son autorité, et en effet, il a mis la barre très haut. 300 milliards d'euros d'investissement, très bien, pourquoi pas, mais comment? Et s'il ne répond pas à ce comment, ça va être dur pour lui. Éric Bocquet, sur cette question, effectivement, c'est 300 milliards d'euros, ce plan d'investissement. Écoutez, moi j'ai une proposition. 300 milliards d'euros, c'est à peine un tiers du coût de l'évasion fiscale dans les 28 pays de l'Union européenne établis par différentes ONG. Donc qu'attendons-nous pour attaquer véritablement à bras-le-corps
cette question qui va générer des ressources et des moyens pour la croissance et l'investissement de demain. Oui, je ne sais pas si Jean-Claude Juncker, luxembourgeois, est très réceptif à cette question de l'évasion fiscale. Écoutez, j'ai adressé un courrier avec mon frère tout récemment à M. Juncker sur ces sujets en faisant des propositions et en disant que nous étions prêts à le soutenir s'il s'engageait effectivement, véritablement sur ce sujet. Mais son passé de luxembourgeois, effectivement, et de président de l'Eurogroupe ne plaide pas en sa faveur aujourd'hui. Le Luxembourg est un pays qui sait s'adapter. C'est le premier employeur lorrain. Vous savez, il y a 70 000 Lorrains qui vont travailler tous les jours au Luxembourg et on sait que ce pays est capable de réussir et pas simplement parce qu'il y a des banques. Vincent Delahaye, la commission Juncker, quel regard portez-vous sur cette nouvelle commission investie? Écoutez, d'abord, moi je trouve que le mode de désignation et la discussion qu'il y a pu y avoir autour des commissaires, je trouve que ça pourrait peut-être être un exemple pour les ministres français parce que ça permettrait peut-être d'éviter certains problèmes que l'on a connus il n'y a pas très longtemps sur les ministres français. Ceci étant, sur le fond, moi je fais assez confiance à cette commission. Les 300 milliards, il faut savoir que le budget européen c'est 145 milliards, donc on ne va pas le trouver dans le budget européen, c'est 1% du PIB. L'Europe n'a pas un gros budget. Le budget de l'État français, c'est 380 milliards. Donc vous voyez un peu la différence. Mais par contre, je pense que c'est important effectivement de montrer un signe, une volonté d'investir et d'investir pour la croissance. Donc ça veut dire qu'il faut faire des bons choix. Il ne faut pas faire des choix d'investissement qui peuvent être soutenus par les marchés. Parce que s'ils sont soutenus par les marchés, il n'y a pas de raison de mettre la Banque européenne d'investissement sur le coup. Par contre, si on choisit des projets dont on sent qu'ils ne peuvent pas être suivis par les marchés, qui sont intéressants pour la croissance et pour l'avenir, moi je suis partant, mais il faudra bien que de toute façon il y ait soit une caution des États, soit quelque chose qui vienne garantir ces 300 milliards à un moment donné. Mais moi je pense qu'il faut prendre une initiative et que cette initiative d'investissement public européen est une bonne initiative. Moi, j'imagine pas un seul instant qu'il s'agisse de 300 milliards décaissés par l'Union européenne. Il s'agit sans doute de participation à des projets qui génèrent d'autres financements, parce que l'Union européenne me paraît hors d'état de financer, sauf à l'étaler sur 10 ans, 300 milliards à cet instant. Mais enfin, nous aurons après la Saint-Nicolas et avant Noël la réponse de Jean-Claude Juncker. Éric Bocquet. Saint-Nicolas, c'est le 10 décembre. C'est pas à cause de Nicolas Sarkozy, c'est à cause du saint patron des Lorrains. Oui. Éric Bocquet. Écoutez, ça fait moi un petit moment que je ne crois plus au Père Noël, malheureusement. Et voilà, je parlais de l'évasion fiscale qui est une ressource à solliciter. Et pourquoi ne pas envisager un nouveau rôle à la BCE que l'on devrait autoriser à prêter aux États directement, qui pourraient, dans ce cas-là, investir dans des projets d'infrastructure structurants et qui permettraient de relancer la croissance et l'industrie et l'économie générale. Chers collègues, je suis un peu dubitatif parce qu'en général, quand un investissement n'est vraiment pas rentable, il vaut mieux peut-être ne pas le faire. On a eu quelques exemples en France, Superbe, Concorde, La Villette. Bon, ben voilà, ça marche pas toujours, l'argent public pour n'importe quoi. Il faut être respectueux de l'argent des contribuables. Vincent Delahaye, survient un petit peu quand même à la nomination difficile de Pierre Moscovici. Comment vous expliquez ces difficultés à imposer cette candidature française? Ça saute aux yeux. Je sais pas si ça vous saute pas aux yeux, mais pour moi, compte tenu des antécédents de Pierre Moscovici, de son rôle de ministre par rapport à une évolution budgétaire et économique de la France qui n'a pas été brillante ces derniers mois et ces dernières années, on ne peut pas dire que c'était la personne la plus qualifiée pour occuper le poste de commissaire qu'il a été proposé par la France. Bon, alors après, moi je pense qu'on aurait pu trouver quelqu'un d'autre. Il y a des accords politiques et voilà, il y a eu sans doute des engagements de la part du président de la République, mais ça me paraît logique qu'au niveau européen, on s'interroge et parfois on riconne un petit peu par rapport à ce choix. Au fond, on a un prix Nobel d'économie récent. Peut-être aurions-nous pu défendre sa candidature comme commissaire européen, parce qu'il a, en tous les cas, peut-être pas en pratique, mais en théorie, une avance sur Moscovici. Alors, on a vu effectivement l'objectif de déficit n'est pas au rendez-vous. Il y a cette nomination contestée de Pierre Moscovici. Est-ce que vous pensez, Emmanuel Macron avait l'air assez certain que Bruxelles allait valider le projet de budget français. Est-ce que vous pensez qu'il a raison? Ils sont en phase, ces budgets. Je veux dire, ils se conforme aux injonctions du TSCG, le traité européen qui a été accepté par la France et validé. Donc on est dans la droite ligne. Il y a pas. Vous êtes confiant, il n'y aura pas de sanctions de la part de Bruxelles sur le projet de budget français? Ma défiance, elle va surtout à la feuille de route. Au-delà des personnes qui constituent cette commission et qui sont aujourd'hui installées, pour moi c'est un non-événement. C'est la feuille de route qu'il faut changer. C'est les choix d'investissement qu'il faut relancer et abandonner définitivement la politique d'austérité qui n'a pas fait la preuve du tout de son succès, de sa réussite aujourd'hui dans aucun pays d'Europe. C'est encore possible ça, selon vous?
vous, Éric Bocquet? J'en suis convaincu. Il y a des moyens financiers à mobiliser, engager des projets structurants, sortir de la logique de concurrence entre les États européens, mettre en place des coopérations solidaires pour avancer ensemble vers le mieux-être pour tous les peuples d'Europe. Gérard Longuet, sur cette menace de Bruxelles, sur le projet de budget européen. On ne peut pas parler d'austérité dans un pays qui est très largement déficitaire et qui l'est d'une façon constante depuis d'ailleurs 30 ans, mais ça ne fait que s'accélérer et s'accentuer. Je crois que le vrai problème de la France, c'est qu'elle doit consacrer de l'argent à des investissements de production, arrêter des dépenses de fonctionnement parfaitement inutiles et qui se traduisent, c'est même scandaleux, par un endettement. Pour notre confort quotidien, nous endettons les générations à venir, c'est-à-dire qu'on demande à nos petits-enfants de payer nos rhumes ou nos petites difficultés de l'instant, c'est pas normal. Les dépenses d'éducation, c'est pas un gâchis, selon Non, c'est un investissement, à condition qu'elle soit bien conduite. Et les performances d'éducation française, on pourra en reparler. Vincent Delahaye, est-ce qu'il y a une politique d'austérité qui est menée en France? On parle de façon un peu abusive, voire très abusive, d'austérité, parce qu'il y a quelques pays qui ont pris des mesures d'austérité. Ça veut dire qu'on a diminué des recettes, on a diminué des salaires de fonctionnaires, on a coupé net. Ça n'a pas été le cas en France jusqu'à présent, et tant mieux. Mais simplement, il faut prendre effectivement la mesure de la situation. Aujourd'hui, on emprunte pour tout payer. À partir du début octobre, là, en ce moment, on est en train d'emprunter pour payer tout le fonctionnement de l'État. Tout ce qui se passe dans la sphère publique est payé par l'emprunt. Donc c'est vrai que c'est pas souhaitable. L'emprunt devrait être réservé aux investissements, comme c'est le cas dans les collectivités locales, et pas pour le fonctionnement. Éric Bocquet. Moi, je pense qu'un jour, il faudra qu'on se penche sérieusement sur cette histoire de la dette et proposer, pourquoi pas, une commission d'enquête qui fasse la vérité et la lumière sur cette dette, comment elle est structurée et d'où elle vient. C'est parce que ça devient la clé de voûte de toutes les politiques en France et en Europe. Il faut absolument faire la clarté sur cette histoire de dette qui ne vient pas seulement d'un excès de dépenses, mais aussi d'un déficit de recettes, mais aussi d'exonérations diverses accordées depuis des années sans résultat sur l'emploi. Et je parlais de l'évasion fiscale, elle a coûté plus de 400 milliards depuis 20 ans. Et elle participe justement de la construction de cette dette aussi. Alors, pour apporter une réponse à M. Bocquet sur la dette, il y a quand même une grande différence dans notre pays depuis maintenant 93, c'est-à-dire presque 20 ans, c'est que nous ne pouvons plus dévaluer. Je vais dire quelque chose d'assez iconoclastique, mais depuis 1945, la France a toujours été mal gérée. La différence, c'est que nous dévaluions tous les 10 ans en moyenne, et parfois plus, y compris sous De Gaulle, sous le général De Gaulle. On a dévalué en 58. Il y a de la croissance pour on a dévalué en 58, on a dévalué en 68 de mémoire, on a dévalué évidemment en 81, 82 et la dernière fois, je crois, en 93. Ce qui fait que la dette, elle était mangée par la dévaluation. Ça veut dire que l'épargnant payait, les petits revenus, les salariés, les retraités payaient. Et comme il y avait de la croissance, par ailleurs, parce que le pays était en train de changer. Pourquoi il y a une croissance? C'est pas magique, c'est parce qu'on avait un pays de paysans qui est devenu un pays d'ouvriers. Avec un État qui jouait son rôle aussi, pilote dans le Il y a surtout une demande extrêmement forte, si vous voulez. Les frontières fermées, ce qui faisait qu'on n'avait pas beaucoup de concurrence, et puis une demande forte parce qu'il n'y avait pas d'automobile, il n'y avait pas d'électroménager, il n'y avait pas de logement. Donc, et il y avait des gens qui passaient du statut de pousser une charrue derrière un attelage de bœufs à une productivité moderne avec des automates dans l'industrie automobile, par exemple. Aujourd'hui, c'est une croissance de qualité beaucoup plus exigeante en investissement, beaucoup plus exigeante en formation. Et je pense que nous pouvons réussir, mais parliez de l'éducation tout à l'heure, c'est l'investissement principal, par exemple. Eh bien, merci à tous les trois d'avoir été les invités de ce débat ce soir. Je vous rappelle la principale information avant de nous quitter. Eh bien, c'est cette fusillade qui a éclaté cet après-midi dans l'enceinte du Parlement d'Ottawa, au Canada. Un soldat blessé par balle a finalement succombé à ses blessures. Ce soir, la défense aérienne américano-canadienne est placée en état d'alerte. Le Premier ministre Stephen Harper a été évacué sain et sauf. Plus d'informations évidemment dans notre édition de 22h présentée par Sonia Mabrouk. Très bonne soirée à tous et à demain.